Par remercier M. le Premier ministre de sa disponibilité, mais aussi les féliciter qui sont bien exposées. C'est extrêmement important. J'ai bien aimé la précision de départ. Ça montre une fois de plus le sens de responsabilité qui caractérise nos cadres dirigeants. Et je pense que nous tous, nous allons abandonner dans le même sens. Je tenais juste à faire un petit rappel, ou bien à donner quelques informations qui ont eu à évoluer depuis un certain temps. C'est vrai que cette base de données dont il a fait allusion, elle est extrêmement importante. Et c'est vrai aussi, c'est la raison pour laquelle, à un certain moment, il fallait même déverrouiller ce système qui faisait que l'État du Sénégal ne pouvait donner une bourse en France. Nous avons été en Chine, il y a une académie du riz, et je pense que depuis que ce dispositif a été déverrouillé, il y a même des Sénégalais qui sont envoyés actuellement au niveau de cette académie pour effectivement apprendre, parce que ce secteur, cette filière, on l'a parlé, on a échangé sur la question ce matin, effectivement, il y a ces priorités, il y a ces priorités internationales où l'État, en tant qu'État souverain, doit pouvoir se mesurer, voir toutes les compétences qu'il a dans le domaine, et en fonction des projets, pouvoir au moins sélectionner sur la base d'appel à projet, à candidature plutôt, et dans le comité de sélection, à envoyer ses enfants un peu partout, aller apprendre cette science et revenir pour au moins la faire partager à nos Sénégalais. Le deuxième aspect, c'est qu'au niveau de cette base, naturellement, nous sommes à Paris, mais nous gérons l'ensemble des étudiants sénégalais qui sont à l'étranger. C'est vrai, ce sont les boursiers, bien, ce sont les jeunes qui sont allocataires, mais nous avons dans nos projets, et qui évoluent bien à travers l'appel à candidature qui a été lancé il n'y a pas longtemps et qui court jusqu'à la fin du mois, pour faire un recensement national et international de tous les docteurs sénégalais, pour au moins, en fonction des projets d'envergure, que nous puissions nous dire nous avons telle ou telle compétence dans tout tel domaine. Cela rejoint effectivement la politique qui est en train d'être mise en place depuis un certain temps. L'autre aspect, là vraiment, je ne pourrais pas résister à l'envie de poser la question, non pas à l'ancien Premier ministre, mais plutôt au banquier, c'est que j'ai bien aimé son appel à l'entrepreneuriat. Et si on a lancé le B2G il y a quelques années, c'est vraiment pousser nos jeunes diplômés à ne plus attendre à ce que l'État nous donne du boulot, mais plutôt cette audace de pouvoir entreprendre, soit à travers des projets collaboratifs, soit aussi à travers la création d'entreprises. Mais on a constaté, et je le constate, je le regrette d'ailleurs, que le banquier ou la banque classique a toujours conçu un frein à ces jeunes qui ont des projets innovants, mais qui n'ont pas accès au financement. Des garanties, je dirais, excessives, des taux d'intérêt exorbitants. Là, j'avoue, j'ai encore besoin de l'avis du banquier d'hier, et qui, comme il a si bien dit, et après avoir fait cette brillante école, HEC, je ne dirais pas qu'à qu'il fait, parce que ce n'est pas une seule personne, mais je pense que nous avons posé cette influence, parce qu'il n'est jamais trop tard. Hier, nous avons travaillé jusqu'à 23 h et quelques, avec des jeunes qui sont là, parce que nous avons passé au crowdfunding, malgré le dispositif qui existe aujourd'hui, BN2, Fonds 6, Fonds GIP, j'en passe, mais un financement sur une plateforme solidaire, innovant et participatif, ou des jeunes, parce qu'ils sont jeunes, ils sont à l'étranger. Il y a des projets qui sont montés par d'autres jeunes, réalisés au Sénégal, qu'ils puissent au moins aider à financer ces projets-là. Le dernier aspect, Monsieur le Premier ministre, je pense que c'est sur la formation professionnelle. Ça a évolué encore, je pense qu'il y a 65 millions de dollars qui ont été dégagés et qui visent effectivement à combler ce gap, parce qu'il a si bien dit, et je pense qu'on l'a parlé ce matin, cette inadéquation entre l'offre de formation et les besoins actuels et futurs du marché sénégalais. C'est vrai, la réforme que nous avons engagée, il a lancé quelque chose parce qu'il fut le Premier ministre de 2012-2013. Cette réforme, naturellement, avait comme objectif principal de permettre à ce qu'il y ait une adéquation entre la nouvelle offre de formation, la réforme des curriculums et les besoins actuels et futurs du marché. Une fois de plus, je vous remercie de votre bien exposé et de votre disponibilité. Oui, c'est sûr.
Alors, monsieur Sarr a surtout apporté des précisions intéressantes et il a cherché à coincer le banquier classique. Bon, alors, concernant l'Académie de Rio en Chine, mais c'est très bien, c'est vrai que cette formation existe. Quand je parle de base de données, c'est arriver à des adéquations précises et sur le long terme. C'est vrai qu'on dit, bon, il y a un projet d'autosuffisance en riz, il nous faut des spécialistes en riz, on envoie des gens formés en riz, dans la culture du riz. Mais on n'a pas, avant cela, déterminé la nature des besoins, ce dont on a besoin sur le plan mécanique, ce dont on a besoin pour les silos de séchage, ce dont on a besoin, etc., etc. Tous ces besoins-là, on devrait... Et vous savez, il y a parfois des modèles qui sont déjà disponibles. C'est-à-dire, vous considérez que pour tant d'hectares à mettre en valeur de telle ou telle manière, semi-mécanisé, totalement mécanisé, irrigué ou pas, irrigué pas, tout de suite, vous avez le nombre d'agents qu'il faut bénéficiant de telle et telle formation, de telle et telle spécificité. Donc, ce n'est pas quelque chose de très difficile à mettre en œuvre. Mais il faut quand même de l'effort de planification, et cet effort-là, très sincèrement, il faut le reconnaître, il n'existe pas. Bon alors, la banque classique qui constitue un frein avec ses taux d'intérêt, ses garanties, etc. Bon, elle a bon dos, la banque classique. Vous savez, faire de la banque, c'est prendre du risque. C'est prendre du risque avec l'argent d'autrui. Les gens oublient ça. Ils considèrent qu'une banque, c'est une institution qui est assise sur un coffre-fort. On m'a déjà d'ailleurs dit que le propre d'un banquier, c'était d'être assis sur un coffre-fort. C'est l'argent des autres. Ce sont des dépôts de clients qui permettent à une banque de fonctionner. Et ces dépôts de clients ont un coût. Donc, quand vous empruntez à 6,5%, à 7% sur un marché pour constituer des DAT, vous ne pouvez pas prêter à 3%. Ce n'est pas possible. C'est clair. Quand vous prêtez, que vous prenez des risques, il y a toujours un risque de non-recouvrement. Ça existe. Et des analyses rétrospectives vous permettent de l'évaluer. Ça existe. Il ne faut pas croire que celui qui vient emprunter, c'est quelqu'un qui vient, tout gentil, et qui va de toute façon vous rembourser en jurant sur le Coran, etc. Dans la plupart des cas, il ne vous rembourse pas, et quand vous avez le malheur d'aller... Alors, je vais vous raconter ça. Moi, il y a une affaire qui me suit depuis une dizaine d'années. Un client avec lequel on était en très bons termes, on travaille, puis à un moment donné, il n'arrive plus à rembourser. On a consacré 2 ans à essayer de le mettre en condition de pouvoir rembourser. Il est venu nous voir avec son avocat, je ne citerai pas son nom, un avocat connu, pour faire des propositions écrites. Il ne les a pas respectées. Bon, finalement, parce que les établissements bancaires sont soumis au respect de règles en matière d'organisation de recouvrement de créances compromises, finalement,